Comme le matin, ma maman, s'inquiète forcément. Pendant des années, lorsqu'on apercevait Théo Curin dans les tribunes de Roland-Garros, souriant sous les objectifs, une femme revenait régulièrement à ses côtés. Marie-Camille Fabas. Discrète, loin du tumulte médiatique, elle semblait avoir trouvé sa place dans la vie de celui que la France avait appris à connaître comme un symbole de courage. Leur complicité donnait l'impression d'une histoire solide, peut-être même d'un avenir déjà en train de s'écrire. Mais cette image appartient désormais au passé. Théo Curin est célibataire, pas de nouvelles compagnes officiellement présentées, pas de grandes déclarations destinées à faire oublier Marie-Camille, pas de romance providentielle venue refermer immédiatement la blessure. Après plusieurs années de relation, le présentateur de Slam se retrouve de nouveau seul face à une question étonnamment ordinaire. Avec qui construira-t-il la suite de sa vie? Car derrière cette séparation se cache un détail essentiel. Théo n'a jamais renoncé à l'idée de fonder une famille. Il a déjà évoqué avec tendresse son désir d'avoir un jour des enfants, ces petits mini-moi. Derrière le champion, l'aventurier et l'homme de télévision existe donc un rêve beaucoup plus simple. Rencontrer quelqu'un, construire un foyer et devenir père. Parce que chez Théo Curin, la question de l'amour ne commence pas avec Marie-Camille. Elle commence beaucoup plus tôt, à une époque où il était encore trop jeune pour comprendre ce que signifiait réellement partager sa vie avec quelqu'un. Il avait 6 ans. Une méningite vient alors bouleverser brutalement son existence. Pour lui sauver la vie, les médecins doivent de procéder à l'amputation de ses 4 membres. En quelques semaines, le petit garçon doit apprendre à regarder son propre avenir autrement. Marchera-t-il un jour avec des prothèses? Pourra-t-il conduire, travailler, vivre seul? Et derrière toutes ces interrogations se cache une question encore plus intime. Une femme pourra-t-elle un jour l'aimer? La première réponse arrive d'une manière totalement inattendue. Sa mère découvre l'histoire de Philippe Croizon, lui aussi amputé des 4 membres, dont le parcours montre qu'une autre vie reste possible. Théo veut absolument le rencontrer. Puis un jour, Philippe arrive devant la maison familiale. Le petit garçon regarde. Il voit une voiture s'arrêter. Philippe Croizon est au volant. Première révélation, alors moi aussi, un jour, je pourrai conduire. Philippe descend ensuite du véhicule avec ses prothèses en carbone et se déplace devant lui. Deuxième révélation, alors moi aussi, je pourrai marcher comme ça. Mais quelques secondes plus tard, Théo remarque quelque chose d'encore plus important. La portière côté passager s'ouvre. Une femme descend de la voiture et dans la tête du petit garçon surgit une pensée extraordinairement simple. Alors moi aussi, un jour, je pourrais avoir une femme. Ce jour-là, Philippe Croizon ne lui montre pas seulement qu'un homme amputé peut accomplir des exploits. Il lui montre quelque chose dont un enfant de 6 ans avait peut-être encore davantage besoin. L'image concrète d'un homme adulte qui conduit, qui se déplace, qui aime et qui peut construire une vie de famille. Pour Théo, cette vision agit comme une fenêtre ouverte sur un avenir qu'il croyait peut-être fermé. Des années plus tard, Marie-Camille Fabas semblera justement donner un visage à cette promesse. Mais avant elle, avant Roland-Garros, avant les caméras et avant même les médailles, le jeune Théo devra affronter une peur beaucoup plus cruelle que celle d'une compétition. Quand viendra l'âge des premiers sentiments, les filles verront-elles Théo ou seulement son handicap? À l'école, Théo Curin comprend très vite une chose. Il ne pourra pas empêcher les autres de remarquer son handicap. Son fauteuil roulant entre dans une pièce avant même que certains enfants aient pris le temps de connaître celui qui s'y trouve. Mais plutôt que de laisser cette différence devenir une frontière, Théo développe presque instinctivement une autre stratégie, créer du lien avec elle. Dans les couloirs, les garçons grimpent parfois sur son fauteuil et improvisent des courses. On rit, on se défie, on joue. Pendant quelques minutes, le fauteuil n'est plus seulement l'objet qui rappelle ce que Théo a perdu. Il devient quelque chose autour duquel les enfants se rapprochent. Avec les filles aussi, les choses se construisent naturellement. Théo leur demande parfois de l'aider à fermer la fermeture éclair de sa veste, à ranger sa trousse ou à effectuer certains petits gestes du quotidien. Des situations qui auraient pu l'enfermer dans un sentiment de dépendance produisent paradoxalement l'effet inverse. Elles créent des conversations, des habitudes, une proximité. Pourtant, derrière cette facilité apparente, une inquiétude demeure. En grandissant, Théo commence à se poser les questions que beaucoup d'adolescents connaissent, mais qui prennent chez lui une dimension particulière. Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que les filles de mon âge auront peur de mon handicap?
Est-ce qu'elles auront honte d'être avec moi? Il pouvait apprendre à se déplacer, il pouvait apprendre à nager, il pouvait travailler son autonomie. Mais il existait une chose impossible à entraîner, le regard amoureux d'une autre personne. Puis, un jour, dans cette même cour d'école, quelque chose se produit. Théo reçoit son premier baiser, pas sous les caméras, pas après une médaille, pas au terme d'un exploit destiné à prouver quoi que ce soit. Simplement un premier baiser, comme tant d'autres adolescents avant lui. Et pourtant, pour Théo, ce geste possède une valeur immense. Il racontera plus tard qu'il s'est immédiatement senti rassuré. Cette peur silencieuse qui l'accompagnait depuis l'enfance venait de recevoir une première réponse. Oui, une fille pouvait le regarder autrement qu'à travers son handicap. Avec les années, cette conviction se renforcera. Théo le dira lui-même, son handicap n'a jamais véritablement constitué un obstacle à ses relations sentimentales. Une déclaration importante parce qu'elle renverse complètement le récit que l'on pourrait être tenté d'écrire à sa place. Et plusieurs années après ce premier baiser, une femme va occuper une place beaucoup plus importante dans sa vie. Marie-Camille Fabat. Leur rencontre se serait nouée par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Elle est originaire de Toulouse, a suivi de longues études de droit avant de réorienter son parcours, et surtout, elle cultive une discrétion qui contraste avec la notoriété grandissante de Théo. En 2022, leur histoire devient publique, puis viennent les images. En juin 2023, Marie-Camille apparaît aux côtés de Théo à Roland-Garros. Un an plus tard, ils sont de nouveau vus ensemble dans les tribunes du tournoi parisien. Le 26 août 2024, le couple apparaît encore au Parc des Princes. Peu à peu, ce n'est donc plus l'image d'une aventure passagère qui s'installe, mais celle d'un couple qui traverse les années. Pendant un temps, tout semblait avancer dans la même direction. Marie-Camille Fabas n'était plus seulement cette jeune femme aperçue aux côtés de Théo Curin lors d'une sortie publique. Au fil des années, sa présence était devenue familière. Discrète, rarement attirée par la lumière pour elle-même, elle semblait représenter quelque chose de précieux dans l'univers très exposé de Théo, une forme de normalité. Leur histoire aurait commencé loin des tapis rouges, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Marie-Camille, originaire de Toulouse, avait suivi un parcours exigeant dans le droit avant d'envisager une nouvelle orientation professionnelle. Elle avait sa propre trajectoire, ses propres ambitions, son propre univers. Puis, en 2022, Théo rend leur relation publique. À partir de là, quelques images vont progressivement raconter leur histoire à la place des grandes déclarations. Le 11 juin 2023, le couple apparaît à Roland-Garros. Théo et Marie-Camille sont côte à côte dans les tribunes. Un an plus tard, ils reviennent encore assister au tournoi parisien. Puis en août 2024, on les retrouve au Parc des Princes. Rien de spectaculaire en apparence. Et c'est justement ce qui rend ces images importantes. Car elles ne montrent pas Théo en train de traverser un lac glacé. Elles ne montrent pas le champion, l'aventurier ou l'homme que l'on applaudit parce qu'il a repoussé une nouvelle limite. Elles montrent simplement un homme avec la femme qu'il aime. Pour le petit garçon qui s'était autrefois demandé si une femme accepterait un jour son corps, cette banalité avait presque quelque chose d'extraordinaire. Mais un autre désir apparaît derrière cette relation, celui de devenir père. Théo a déjà évoqué avec affection l'idée d'avoir un jour des enfants, des mini-moi, une expression légère derrière laquelle se cache pourtant un projet beaucoup plus profond. Et soudain toute son histoire prend une autre dimension. Pendant son enfance, Théo avait été celui autour duquel les adultes devaient s'organiser, celui qu'il fallait accompagner, porter, aider. Sa mère avait même abandonné son activité professionnelle pour pouvoir être davantage présente auprès de lui. Devenir père signifierait un jour inverser les rôles. Ce serait à lui de protéger, à lui de rassurer, à lui de prendre soin d'un autre être humain. Alors, lorsque Marie-Camille était encore à ses côtés, il était facile pour le public d'assembler les pièces et d'imaginer la suite. Une relation stable, puis peut-être un foyer, des enfants, une vie familiale. Mais la vie réelle ne respecte pas toujours le scénario que les autres écrivent pour nous. L'histoire entre Théo et Marie-Camille s'est terminée. Théo Curin évoque sa relation avec Marie par une réflexion qui donne à penser « Nous ne suivons tout simplement plus la même voie ». Mais lorsqu'un couple sérieux se sépare, ce n'est pas seulement le présent qui change. Il faut ranger certaines habitudes, accepter certaines absences, regarder différemment des endroits autrefois associés à deux personnes. Et surtout, il faut parfois faire le deuil d'un futur qui n'a jamais eu le temps d'exister.
Le désir de devenir père, lui, n'a pas nécessairement disparu avec Marie-Camille. C'est la personne avec laquelle ce futur pouvait être imaginé qui n'est plus là. Théo a passé une grande partie de son existence à construire son indépendance. Pourtant, son rêve le plus personnel semble justement l'amener dans la direction opposée. Construire un lien suffisamment fort pour ne plus avoir à imaginer l'avenir seul. Et derrière cette contradiction se cache une blessure ancienne. Car bien avant Marie-Camille, bien avant les premiers baisers, les médailles et Roland-Garros, une femme avait déjà profondément transformé sa propre existence pour Théo, sa mère. Lorsque la méningite a frappé et que son fils a perdu ses 4 membres, elle a dû réorganiser une partie de sa vie pour l'accompagner. Théo n'était qu'un enfant. Et pourtant, c'est avec les années, quelque chose s'est installé en lui. La conscience du prix que les autres avaient payé pour qu'il puisse reconstruire sa vie. Bien avant les médailles et les plateaux de télévision, Théo Curin a dû mener une bataille beaucoup plus silencieuse. Apprendre à ne pas se sentir comme un poids pour ceux qu'il aimait. Il n'a que 6 ans lorsqu'une méningite bouleverse son existence. Pour lui sauver la vie, les médecins doivent amputer ses 4 membres. Théo survit, mais toute sa famille doit désormais apprendre à vivre autrement. Sa mère abandonne son travail pour l'accompagner. Elle aide, soigne, organise le quotidien. Pour l'enfant, cette présence est indispensable. Mais en grandissant, Théo comprend progressivement ce que sa maladie a demandé aux autres. Il sait qu'il n'est responsable de rien. Pourtant, une forme de culpabilité apparaît. Sa vie a changé, mais celle de ses parents aussi. À cela s'ajoute le regard extérieur. Alors qu'il se trouvait encore enfant dans son fauteuil roulant dans un supermarché, une femme l'avait montré du doigt avant de faire une remarque blessante. Une scène de quelques secondes, mais suffisante pour lui rappeler que certains verraient son handicap avant de voir l'enfant. Peu à peu, une idée devient essentielle. Être autonome. Et paradoxalement, cette liberté va naître dans l'endroit qu'il redoutait le plus. Théo avait peur de l'eau. Au début, il reste au bord du bassin. Puis vient une marche. Son père le porte ensuite dans l'eau, jusqu'au moment où Théo comprend qu'ici, quelque chose est différent. Il n'a plus besoin de fauteuil, personne n'a besoin de le porter. Dans l'eau, il peut avancer seul. La piscine qu'il fuyait devient alors son espace de liberté. À 14 ans, il prend une décision encore plus radicale. Quitter sa famille pour rejoindre Vichy, à plus de 500 km de chez lui, afin de poursuivre son entraînement. Mais derrière cette décision courageuse se cache un adolescent profondément seul. Il doit apprendre à organiser son quotidien, gérer son corps, ses équipements, les entraînements et cette distance immense avec ceux qui l'ont toujours protégé. Théo racontera combien sa famille lui manquait. Il lui arrivait de pleurer. Derrière le futur champion existait encore un garçon qui aurait parfois simplement voulu rentrer chez lui. Puis le travail commence à porter ses fruits. Le garçon qui refusait autrefois certaines sorties scolaires parce qu'il craignait la piscine devient nageur paralympique. Les compétitions internationales arrivent, puis les médailles et des défis toujours plus impressionnants. En 2021, lors d'une traversée dans une eau glaciale et en altitude, Théo affronte le froid, le manque d'oxygène et la panique. Il reconnaît avoir pleuré pendant l'épreuve. En 2022, il va encore plus loin avec le marathon Santa Fe Coronda en Argentine. 57 km de nage dans des conditions éprouvantes. Pour le public, une image s'impose alors. Théo Curin, l'homme qui dépasse tout. Mais cette image est incomplète. Car Théo n'avance pas parce qu'il ne connaît plus la peur. Il avance malgré elle. Il peut paniquer, pleurer, être épuisé ou avoir besoin des autres. Et c'est précisément ici que son parcours sportif rejoint sa vie sentimentale. Pendant des années, Théo a appris à devenir autonome pour ne plus dépendre constamment de ceux qu'il aime. Mais aimer quelqu'un exige parfois exactement l'inverse. Accepter d'être aidé, accepter d'être vulnérable, accepter qu'une autre personne nous voit lorsque nous ne sommes plus le héros que tout le monde imagine. Théo Curin a parcouru des dizaines de kilomètres dans l'eau. Il a affronté le froid, la douleur, la panique et l'épuisement. Pourtant, lorsqu'il parle de sa vie intime, ce n'est pas l'un de ses exploits qui révèle le mieux sa fragilité. C'est un geste beaucoup plus simple. Tenir la main de la personne qu'il aime. Théo a évoqué cette impossibilité avec une sincérité désarmante. Il peut nager dans des conditions extrêmes, voyager, travailler à la télévision et construire une vie remarquablement autonome. Mais certains gestes, amoureux ordinaires, lui resteront physiquement impossibles. Ce contraste raconte peut-être mieux que tout son rapport à l'amour. Depuis l'adolescence, Théo s'est battu pour apprendre à faire seul. Quitter ses parents, gérer son quotidien, utiliser ses prothèses, s'entraîner, voyager.
Chaque nouvelle autonomie représentait une victoire contre cette peur ancienne, devenir un poids pour ceux qu'il aime. Mais l'amour obéit à une autre logique. Aimer quelqu'un, c'est aussi accepter d'être vu lorsque tout devient plus difficile. C'est laisser l'autre entrer dans les moments de fatigue, les adaptations du quotidien, les doutes, les jours où l'on n'a aucune envie d'être courageux. C'est permettre à quelqu'un de rencontrer l'homme derrière le symbole. Et une inquiétude plus profonde accompagne désormais Théo, le vieillissement. L'autonomie qu'il possède aujourd'hui n'est pas nécessairement garantie pour toujours. Il s'interroge sur l'usure de son corps, ses articulations et ce qu'il pourra encore accomplir avec la même indépendance dans plusieurs décennies. Derrière cette question revient alors le souvenir de l'enfant de 6 ans dont la mère avait réorganisé sa vie pour l'accompagner. Et si un jour, il devait à nouveau dépendre davantage de quelqu'un? Cette peur prend une dimension particulière dans une relation amoureuse, car être aimé est une chose. Accepter d'avoir besoin de la personne qui nous aime en est une autre. À cela s'ajoute le poids de son image publique. Depuis des années, Théo Curin incarne la résilience, celui qui sourit, qui avance, qui transforme chaque obstacle en nouveau défi. Mais un homme ne peut pas être un symbole 24 heures sur 24. Lui aussi peut avoir peur, être épuisé ou simplement ne plus vouloir prouver quoi que ce soit. C'est aussi ce qui donnait une dimension particulière à son histoire avec Marie-Camille. À ses côtés, les photographies ne montraient plus seulement le champion amputé ou l'aventurier. Elles montraient en quelque chose de beaucoup plus ordinaire, un homme avec la femme qu'il aimait. Aujourd'hui, cette histoire est terminée et Théo se retrouve devant une question qu'aucune médaille ne peut résoudre. Comment rencontrer quelqu'un devant qui il pourra être fort sans être obligé de l'être constamment ? Son handicap, selon ses propres confidences, n'a jamais été le véritable obstacle à ses relations sentimentales. Le défi est peut-être ailleurs. Accepter qu'aimer signifie parfois abandonner une petite partie de l'indépendance qu'il a passé toute son existence à conquérir. Pourtant, après Marie-Camille, un rêve demeure. Rencontrer quelqu'un, construire une famille et devenir un jour peut-être père. Car après avoir été l'enfant dont il fallait prendre soin, puis l'homme qui s'est battu pour ne plus dépendre des autres, Théo pourrait encore connaître le plus beau renversement de son histoire, devenir celui qui prendra soin d'un enfant à son tour. Aujourd'hui, Marie-Camille Fabas appartient au passé sentimental de Théo Curin. Les images complices à Roland-Garros restent, les souvenirs aussi, mais leur histoire à deux s'est arrêtée. Et contrairement à ce que certaines rumeurs ont pu laisser imaginer, Théo n'a pas présenté une mystérieuse nouvelle compagne. Il est célibataire, une situation presque banale, sauf lorsque l'on s'appelle Théo Curin. Il l'a découvert d'une manière assez inattendue en essayant les applications de rencontres. Son profil aurait été bloqué parce que son identité semblait suspecte. Son visage était tellement connu que le service aurait cru qu'une autre personne utilisait ses photos. L'ironie est presque parfaite. Des millions de Français peuvent reconnaître Théo, mais lorsqu'il cherche simplement à rencontrer quelqu'un, il doit presque prouver qu'il est bien lui-même. Comment recommencer une histoire lorsque la personne en face connaît peut-être déjà votre passé? Avant même le premier rendez-vous, elle connaît peut-être l'enfant amputé à 6 ans, le nageur paralympique, les exploits, les interviews, Marie-Camille. Elle connaît parfois le symbole avant de rencontrer l'homme. Mais Théo semble encore croire à la possibilité d'une nouvelle histoire. Et surtout, un désir n'a pas disparu avec sa rupture, celui de construire un jour une famille. C'est peut-être ici que tout son parcours prend son sens. À 6 ans, Théo était celui dont il fallait prendre soin. Sa mère avait bouleversé son quotidien pour l'accompagner. Son père le portait dans l'eau lorsqu'il était encore terrorisé par la piscine. Sa famille entière avait dû s'adapter pour lui permettre de reconstruire sa vie. Puis Théo a grandi. Il a quitté les siens à 14 ans. Il a appris à vivre loin d'eux. Il a nagé, voyagé, travaillé, affronté ses peurs et consacré une grande partie de son existence à conquérir son autonomie. Et maintenant, le mouvement pourrait un jour s'inverser. Devenir père. Ne plus être celui que l'on accompagne, mais celui qui accompagne. Ne plus être seulement celui que l'on protège, mais celui qui se lève pour protéger un enfant. Ne plus recevoir cette attention qui a autrefois changé son existence, mais la transmettre à son tour. C'est pourquoi la fin de son histoire avec Marie-Camille ne signifie pas nécessairement la fin du projet. Elle signifie seulement que l'avenir doit désormais être imaginé autrement. Il n'y a, pour l'instant, aucune nouvelle femme à dévoiler, aucun nom secret qui permettrait de terminer cette histoire comme un conte de fées.
Théo Curin a passé sa vie à montrer que perdre ses 4 membres ne signifiait pas perdre son avenir. Aujourd'hui, il découvre peut-être qu'une rupture fonctionne de la même manière. Perdre une histoire ne signifie pas perdre la possibilité d'en écrire une autre. Le petit garçon qui regardait autrefois Philippe Croizon arriver en voiture, accompagné d'une femme, avait compris quelque chose d'essentiel. Une vie adulte, une histoire d'amour et une famille lui restaient possibles. Des années plus tard, cette conviction semble toujours être là. Alors, une question demeure. Après avoir passé tant d'années à apprendre à ne dépendre de personne, le véritable courage de Théo Curin ne sera-t-il pas désormais d'accepter qu'aimer, c'est aussi permettre à quelqu'un de prendre soin de nous? Et vous, qu'en pensez-vous? Le véritable amour consiste-t-il à rester totalement indépendant ou à pouvoir montrer ses fragilités sans avoir peur d'être jugé? Dites-nous ce que l'histoire de Théo Curin vous inspire dans les commentaires. Si ce parcours vous a touché, pensez à liker et à partager cette vidéo et abonnez-vous pour continuer à découvrir avec nous les histoires humaines qui se cachent derrière les visages que nous pensions déjà connaître. Car derrière chaque personnalité publique existe une histoire que les caméras ne montrent pas toujours.